Le 13 juin 2025, une date qui Swoko écrit déjà en lettres de feu dans les archives de Histoire contemporaine du Moyen-Orient. À 2h43 du matin, heure locale, les sirènes d'alerte aérienne hurlent dans plusieurs villes iraniennes, Ispahan, Natanz, Kerman, Téhéran. Ce ne sont pas des exercices, ce ne sont pas des tests, ce sont des frappes réelles, des frappes israéliennes. Ciblées, coordonnées, massives. En quelques minutes, plusieurs sites sensibles sont touchés, provoquant stupeur, confusion et silence. Un silence lourd. Un silence qui précède toujours les basculements. Jamais depuis la création de la République islamique en 1979, un État n'avait osé frapper aussi directement le cœur du territoire iranien, et encore moins avec une telle intensité. Ce que l'on croyait impensable devient soudain réalité. Israël attaque l'Iran. Pas par procuration, pas via la Syrie ou le Liban, mais directement, frontalement. Alors, une question nous brûle les lèvres. Pourquoi maintenant? Et surtout, jusqu'où cela va-t-il aller? Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter les fils tendus de cette région fragile, où la guerre n'est jamais bien loin, même quand elle ne dit pas son nom. Depuis des mois, les tensions entre Israël et l'axe de résistance, Iran, Hezbollah, milices chiites irakiennes, Houthis, se sont intensifiées. La guerre à Gaza a ravivé les braises d'un conflit régional larvé. Le Hezbollah a accentué ses attaques depuis le sud Liban. Des missiles tombent sur le nord d'Israël. Les Houthis au Yémen frappent des navires liés à Israël dans la mer Rouge. Des drones, des roquettes, des attaques ciblées. Une guerre en mosaïque, par fragments, sans front défini. Mais dans cette guerre sans nom, Israël a décidé de poser un acte clair. Frapper le cœur du réseau, franchir la ligne rouge. Non plus contenir mais affaiblir directement l'épine dorsale iranienne. Le choix des cibles n'est pas anodin. D'après des sources militaires croisées, les frappes ont visé un centre de recherche balistique à Ispahan, une base de drones au sud de Natanz, des centres de commandement soupçonnés d'héberger des officiers du corps des gardiens de la Révolution, des entrepôts logistiques liés au développement de missiles de précision, autant de nerfs stratégiques dans l'appareil de dissuasion iranien. Et ce qui rend cette attaque encore plus marquante, c'est sa précision. Les frappes ne semblent pas avoir ciblé des zones civiles. Aucun rapport crédible ne fait état de morts massives. Ce n'est pas une attaque punitive à l'aveugle. C'est une démonstration chirurgicale, calculée, presque froide. Un message envoyé non seulement à Téhéran, mais aussi à Washington, Moscou, Pékin, Riyad et Paris. Israël est prêt, capable et déterminé à frapper quand il juge nécessaire. Mais quel en est le déclencheur exact? Pourquoi cette date? Pourquoi cette intensité? Certains analystes évoquent des mouvements récents de matériel militaire iranien vers le sud Liban et la Syrie. D'autres parlent de renseignements occidentaux indiquant un projet imminent des attaques coordonnées contre Israël via des proxys régionaux. Il se pourrait que cette offensive soit préventive, une tentative d'interrompre une chaîne d'événements jugée trop dangereuse. Mais derrière cette logique sécuritaire se cache une autre réalité, celle de la politique intérieure israélienne. Le gouvernement israélien, dirigé par un premier ministre en difficulté, assiégé par des critiques internes et des scandales politiques, joue sa survie politique. Dans ces moments, l'ennemi extérieur devient un levier de cohésion. L'action militaire, un moyen de détourner l'attention, de galvaniser la nation, de regagner un semblant de contrôle. Et l'Iran, dans cette équation, incarne la menace idéale. Lointaine, mais proche, diffuse mais organisée, idéologiquement hostile, militairement provocante. Du côté iranien, la réaction ne s'est pas fait attendre, même si elle reste mesurée. Les autorités ont d'abord nié l'ampleur des frappes, évoquant des explosions mineures dues à des dysfonctionnements techniques. Mais très vite, face à la diffusion massive de vidéos, de témoignages et de confirmations satellitaires, le régime a été contraint de reconnaître une attaque extérieure. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, s'est exprimé sobrement. Cette agression ne restera pas sans réponse. Mais quelle réponse? Et à quel prix? C'est ici que se joue la partie la plus dangereuse, car toute escalade directe entre Israël et l'Iran risquerait de faire imploser la région. Une riposte iranienne sur le sol israélien pourrait entraîner une guerre ouverte. Et cela, ni l'Iran, ni Israël, ni les grandes puissances ne semblent réellement le vouloir. Mais l'Iran peut difficilement ne rien faire.
La Russie iranienne, déjà meurtrie par des années de sanctions, de crise économique et de répression politique, vit cette attaque comme une humiliation. Le régime, obsédé par son image de résistance, ne peut se permettre de paraître faible. C'est pourquoi les experts s'attendent à une riposte asymétrique, peut-être via le Hezbollah, peut-être via des cyberattaques, peut-être ailleurs, loin du regard immédiat, mais suffisamment fort pour restaurer l'équilibre symbolique. Ce qui est sûr, c'est que cette frappe du 13 juin change les règles du jeu. Elle envoie un message clair. Aucun sanctuaire n'est inviolable, même pas l'Iran, et cela a des conséquences bien au-delà de la région. À Washington, les responsables politiques sont embarrassés. Soutenir Israël publiquement, c'est risquer d'alimenter une guerre régionale. Le condamner, c'est fragiliser un allié stratégique. L'administration Biden ou son successeur marche sur une corde raide. En Europe, la réaction est prudente. On appelle à la désescalade, mais en coulisses, on s'interroge. Israël a-t-il informé ses alliés avant d'agir? Et surtout, quelle sera la prochaine étape? La Russie, quant à elle, observe avec attention. Elle, qui a des liens militaires avec l'Iran en Syrie, voit dans cette attaque une menace indirecte à son influence régionale. Mais Moscou reste silencieux, préférant laisser les acteurs s'user mutuellement. Mais au-delà des États, que ressentent les peuples? À Téhéran, la peur se mêle à la colère. Dans les quartiers populaires, on craint que la guerre ne s'invite dans la vie quotidienne. Les gens se rappellent les années 1980, la guerre avec l'Irak, les bombardements, les sirènes, les sacrifices. En Israël, l'opinion publique est partagée. Certains applaudissent cette démonstration de force, la voyant comme une nécessaire affirmation de souveraineté. D'autres s'inquiètent des conséquences. Une guerre avec l'Iran, ce n'est pas Gaza. Ce serait une guerre longue, coûteuse, imprévisible. Dans le reste du monde arabe, les réactions sont ambivalentes. Les gouvernements restent prudents, mais les peuples, eux, voient cette attaque comme un nouvel épisode de l'arrogance israélienne, tolérée, voire encouragée par l'Occident. Alors que reste-t-il après cette nuit du 13 juin? Un champ de ruines stratégique, une tension accrue, une peur plus palpable, mais aussi une lucidité nouvelle. Nous sommes entrés dans une ère où la dissuasion traditionnelle ne suffit plus, où les lignes rouges ne sont plus respectées, où la guerre peut surgir non pas par volonté, mais par accident, par malentendu, par réflexe. Et si cette nuit, au lieu d'être une démonstration de force, n'était que le début d'une chaîne que plus personne ne contrôle? Dans ce contexte, une chose est claire. Le Moyen-Orient, déjà au bord du gouffre, a franchi un pas de plus vers l'inconnu. Et vous, que pensez-vous de cette frappe du 13 juin? Était-elle inévitable? Ou s'agit-il d'une escalade irresponsable? Dites-le moi en commentaire. Votre avis est essentiel pour alimenter ce débat. Et si vous voulez continuer à recevoir des analyses critiques, profondes et engagées sur l'actualité mondiale, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. On ne fait pas ici de spectacle, on raconte le réel, tel qu'il est, avec lucidité et conscience.